Florence Udovics, bienvenue à vous. Vous êtes l'une des commissaires de l'exposition Abdelkader jusqu'au 22 août au Mucem à Marseille. Ahmed Bouyerdine, bienvenue à vous également. Vous êtes conseiller scientifique de cette exposition. Vous êtes chercheur en histoire, membre de la chaire UNESCO Émir Abdelkader pour les droits de l'homme et la culture de la paix. Deux autres invités nous rejoindront tout à l'heure. Nicole Garnier, conservatrice en chef du musée Condé à Chantilly dans l'Oise pour l'exposition Les manuscrits de Takdemt jusqu'au 30 mai prochain. Et aussi Zour Chaban qui travaille à la Bulac. La Bulac, c'est la bibliothèque universitaire des langues et civilisations qui a également contribué à cette belle exposition. On commence avec vous, Ahmed Bouyerdine. Abdelkader Ibn Mouhieddine est né en 1808 à El Ghatna dans la régence d'Alger. Il est mort en 1883 à Damas. C'était alors l'Empire ottoman et l'actuelle Syrie. Là, c'est plutôt facile. Par contre, la première, elle est plus compliquée. Question, elle est pour vous. Qui est au juste cet homme au destin hors norme? Écoutez, c'est une excellente question. C'est la question qui est fondatrice de toutes mes recherches depuis 20 ans. Et je n'ai pas encore répondu tout à fait à la question. Mais on peut dire, avec un peu de recul, que l'émir Abdelkader était vraiment une figure complexe en son temps, de son vivant, une figure de la confluence, une sorte de trait d'union entre différentes réalités supposées opposées et qu'il a su négocier. Alors une figure de la tradition islamique, musulmane, et qui a su négocier avec la modernité, un homme qui fut un politique et aussi un chef de guerre qui n'a jamais cessé sa quête mystique. Et enfin, je crois, une figure de l'humanisme spirituel qui est encore malheureusement trop peu connue, et notamment par les jeunes générations. Émir, chef religieux, vous l'avez dit, militaire algérien, il a mené une lutte contre la conquête de l'Algérie par la France au milieu du 19e siècle. Alors c'est vrai qu'on connaît beaucoup plus la guerre d'Algérie que la résistance contre cette conquête même. Pourquoi cet homme fascine-t-il autant encore aujourd'hui des deux côtés de la Méditerranée? D'abord parce que c'est la première résistance, j'allais dire, engagée et avec une telle durée. Donc il est élu à la tête des tribus de l'Ouest en 1832, à l'automne 1832, et il y a une dépose des armes uniquement en décembre 1847. Donc on a plus de 15 ans, 15 ans des plus belles années de sa vie, puisqu'il a été nommé Amir el-Mouminin, donc commandant des croyants, à l'âge de 24 ans, et il finit les combats, ou en tout cas les combats se terminent pour lui à l'âge de 40 ans. Donc les plus belles années de sa vie, il va les donner à cette résistance qui va lui permettre donc de mettre en place un embryon d'État, une organisation de l'armée, mais également de commencer à découvrir cet adversaire qu'il a d'abord combattu, puis ensuite qu'il va essayer de comprendre. Une monnaie aussi, hein. Oui, frappe et monnaie, des écoles, une bibliothèque, vous en parlerez dans la deuxième partie de l'émission. Mais c'était d'abord, il faut le rappeler, d'abord un lettré, c'est-à-dire un homme du Chapelet. Il appartenait à la noblesse du Chapelet. Et si la France, et là on a le droit de poser le si, si la France n'avait pas conquis Alger, très probablement il aurait fini comme son père, c'est-à-dire enterré dans un mausolée comme un saint savant. Voilà pour le portrait, et merci à vous parce que c'est vrai que c'est pas évident. Alors pourquoi, dites-nous Florence Udovics, pourquoi est-ce que le Mucem a-t-il décidé, au fond peut-être de remettre en lumière ce personnage historique? Je crois que le Mucem est vraiment un des musées en France qui a à cœur de montrer l'autre côté de la Méditerranée de manière récurrente, et en particulier l'Algérie. Il y avait une exposition en 2016, Made in Algeria, qui déjà parlait de cette appropriation des territoires par la France et qui replaçait toute cette histoire en perspective. Et aujourd'hui, eh bien, il est apparu sans doute au Mucem qu'il était important de s'attaquer. Alors je dis vraiment s'attaquer parce que c'est vraiment un personnage historique extrêmement important. C'est un sacré défi, oui. Voilà, exactement. C'est un sacré défi pour nous. Merci de le souligner. En effet, de reposer cette figure historique au cœur des enjeux de la Méditerranée, mais aussi sans doute des enjeux français et algériens, et essayer de reconstituer finalement cette relation à travers un personnage, comme vient de le raconter Ahmed, extrêmement éminent. Mais sur quoi vous vous appuyez? Sur des collections inédites, c'est ça, pour retracer son parcours de Mascara à Amboise, où il a été détenu jusqu'à Damas? Alors, Comment c'est conçu? Alors, je dois dire qu'on a été très très bien servi avec ma co-commissaire Camille Faucourt, puisque toutes les institutions ont été extrêmement bienveillantes et généreuses à notre égard. Il faut avouer aussi que nous ne sommes pas les premières à faire une exposition à Abdelkader. Il y a eu 2 expositions il y a environ 20 ans sur le sujet, et puis d'autres qui montrent déjà la richesse des collections en France sur le sujet. Et puis,
On peut dire que les grandes collections nationales, notamment Versailles et puis le musée de l'armée et bien d'autres encore, nous permettent vraiment de montrer l'Abdelkader résistant, c'est-à-dire finalement la période peut-être qu'on connaît le mieux. Et nous avons souhaité, avec Camille, montrer aussi deux autres périodes tout à fait connues aussi, mais peut-être un peu plus méconnues, en nous appuyant sur des collections plus inédites pour les exils, donc que ce soit en France et puis ensuite en Syrie, et notamment à travers les archives des ANOM, les archives nationales. Et donc c'est en cela qu'en effet, nous montrons des collections plus inédites. Ahmed Bouillarden, racontez-nous la détention à Amboise. Amboise, c'est dans la Loire, c'est ça, il me semble? C'est dans le centre de la France, et surtout en Touraine. C'est surtout le château de François Ier. Ouais. C'est aussi le lieu où a fini sa vie Léonard de Vinci. Donc c'est quand même un haut lieu de la Renaissance. Et Abdelkader y arrive début novembre, donc début novembre 1848, après avoir déjà passé quelques mois au Fort Lamalgue en détention, puis au château Henri IV de Pau pendant un peu moins de 6 mois. Et finalement, pour des raisons d'obsession sécuritaire de la part du ministère de la Guerre, on a préféré le rapprocher de Paris, et donc à Amboise, enfermé donc pendant 4 années, ou 5 années au total, donc 4 années à Amboise, où il y a à peu près un quart des siens qui vont être décédés et être enterrés dans la ville même, et rappeler que ça a été une captivité extrêmement éprouvante, car l'émir n'attendait qu'une seule chose, c'était sa libération. Combien de temps ? Sa libération est intervenue le 16 octobre 1852, donc c'est au total 5 années de captivité, alors qu'il a été, encore une fois, on lui avait promis la possibilité d'être exilé, de pouvoir s'exiler au Proche et Moyen-Orient, et finalement il y a eu un parjure de la part des autorités françaises, et puis la France est rentrée à partir de 1948 dans une série de crises et de révolutions qui ont empêché les différents gouvernements de tenir leurs promesses. Et en tout cas, ce qui était certain, et les documents le montrent clairement, c'est que toute la hiérarchie militaire était opposée à la libération d'Abdelkader, parce que pendant 15 ans, on n'avait pas réussi à lui mettre la main dessus, alors on n'allait pas le lâcher, même contre une parole donnée. Le MUSEM, ça va permettre sans doute cette exposition aux jeunes générations issues de l'immigration algérienne de le connaître un peu plus. On imagine que c'est aussi d'ailleurs un des objectifs, tout le monde ne le connaît pas forcément. Absolument, oui, c'est un des défis, un des enjeux de l'exposition, que d'arriver à remettre cette figure qui est enseignée, bien sûr en Algérie, beaucoup moins en France, et bien à nouveau dans la lumière, dans une belle exposition, dans un lieu qui est quand même extrêmement fréquenté, qui est le MUSEM, et à Marseille quand même. Il y a une place Émir Abdelkader à Marseille, non? Non, il y en a une à Paris qui n'est pas très grande, mais qui a le mérite d'exister, pas loin du Jardin des Plantes et de la Mosquée de Paris. En effet, non, alors à Marseille, ça n'existe pas encore. Par contre, le petit journal qui accompagne l'exposition sous forme de BD part justement à la quête de la place de l'émir Abdelkader à Marseille, et donc justement va de place en place, et en réalité de personne en personne, pour arriver à comprendre quelle est la représentation d'Abdelkader aujourd'hui à Marseille. Il a influencé les écrivains, on va le voir avec vous tout à l'heure avec Arthur Rimbaud. Il a aussi influencé les publicitaires. C'est assez étonnant à première vue. Alors, en fait, c'est ce qu'on a voulu aussi montrer dans l'exposition, parce qu'il se trouve que le MUSEM a de nombreuses collections qui conservent de l'imagerie populaire. Et donc, ce qui est assez caractéristique et spécial pour Abdelkader, c'est que très tôt, à partir des années 40, il devient l'ennemi numéro 1 de la France, pour le dire de manière contemporaine. Et donc, il va être popularisé à travers les journaux, et une forme de propagande, finalement, à travers cette diffusion populaire qui le présente, évidemment, dans ses défaites, et surtout, voilà, comme l'incarnation de ce que la France doit combattre pour légitimer sa colonisation. Et montrer comment elle le soumet aussi. Du coup, il y a l'image de la soumission. En effet, il y a énormément d'images sur la soumission d'Abdelkader qui est récurrente jusqu'au milieu du XXe siècle. Et puis aussi, comme vous le disiez, il y a beaucoup d'objets dérivés, des assiettes, des pipes, des boîtes à savon, des chocolats, même des marques de liqueurs fines, ce qui est quand même un comble, on peut dire, qui effectivement se servent de son image, notamment à partir des années 1860, où il regagne une popularité après la protection des chrétiens à Damas, et où en effet il devient une espèce de star, et c'est ce que nous présentons aussi dans l'exposition. Il trône sur un cheval, la statue à Alger, c'est bien ça qui a remplacé celle de Bugeaud en Algérie, bien entendu. Il fait partie, on pourrait dire, peut-être du père fondateur, peut-être de... Oui, Emmanuel Macron avait dit qu'il n'y avait pas de nation avant. Est-ce que d'ailleurs l'émir Abdelkader était le père de cette nation, finalement Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'Algérie, au lendemain de son indépendance, avait besoin d'un récit national. Donc elle avait besoin d'incarner ce récit national, et
les hommes politiques de l'époque ont choisi Abdelkader. On aurait pu en choisir d'autres, mais c'est en l'occurrence lui. Et c'était tout à fait légitime de la part des Algériens. Et en même temps, l'émir Abdelkader n'était pas uniquement l'homme au sabre. Il était bien plus que ça. C'était l'homme qui a su passer du local à l'universel. Et je crois du notamment local... en Syrie, hein, sur le dialogue interreligieux. Il a protégé les chrétiens. Tout à fait. Le dialogue, c'est faire un anachronisme de parler du dialogue interreligieux, mais en tout cas, il est vrai qu'il l'a incarné dès les années 1840 en Algérie. Ça, on le sait, pour avoir échangé avec l'abbé Suchet, par exemple, vicaire d'Alger, mais dès 1840-41. Mais encore une fois, à Damas de manière encore plus forte, puisqu'il va risquer sa vie et celle des siens pour sauver des chrétiens face à des émeutiers druzes et musulmans. 2 livres qu'on vous présente aujourd'hui, 2 livres magnifiques d'Ahmed Bouyerdine, Abdelkader, fragment d'un portrait, c'est chez Albourak Édition. Et puis celui-ci, alors assez fascinant, La plume de Tahir, avec ce jeune garçon aux yeux bleus qui n'est autre qu'Arthur Rimbaud. C'est Un chat la nuit, édition, belle maison d'édition. Racontez-nous ce rapport d'Arthur Rimbaud qui s'invite dans cette émission où l'on parle de l'émir Abdelkader. Écoutez, c'est assez étonnant, mais ça fait suite aussi au fait qu'il a fasciné toute une génération. Tout à l'heure, vous parliez de publicitaire, mais il faut savoir que l'émir Abdelkader a été un nom qui a été donné à un cheval, à une variété de fraises, à une variété de fleurs, un pélargonium géraniacée, à une espèce de papillon. À une chanteuse et un bateau transatlantique, etc. Donc Abdelkader a traversé comme ça le 19e siècle en donnant son nom à différents projets. Et je pense que Rimbaud a... c'est peu connu, mais Rimbaud, les gens le connaissent très peu, mais un de ses premiers grands poèmes en latin, qui obtient un grand prix le 2 juillet 1869 et qui s'intitule Jugurtha, est en fait un hommage rendu à l'émir Abdelkader. Donc, clairement. Donc Rimbaud... Il a 15 ans, 14 ans et demi. 14 ans et demi, donc un adolescent. 61 ans. Un adolescent génial, évidemment. Mais en même temps, c'est ce livre-là, on est parti de ce prétexte-là. Je rappelle que c'est une fiction, donc c'est pour ça que mon ami Frédéric Magnan, qui est le co-auteur dans ce livre, a apporté cette dimension, on va dire, de fiction. Ce qui n'est pas une fiction, c'est que son père était arabisant. Tout à fait. Son père non seulement était arabisant, mais aussi a combattu l'émir Abdelkader, puisqu'il était en poste en Algérie au moment dans les années 1840, et était sous-chef de bureau, et ce qu'on ne sait pas non plus, qu'Arthur Rimbaud était lui-même arabisant sur la fin de sa vie, s'est intéressé au Coran comme son père. Merci beaucoup à tous les deux, Ahmed Bouyerdine et Florence Udovics. Donc, cette expo au Mucem à ne pas rater. On le rappelle, c'est jusqu'au mois d'août prochain, on a dit. C'est ça, absolument. 22 août prochain au Mucem à Marseille. Très beau musée. On vous conseille cette exposition